Bonsoir, bienvenue dans cette Académie du Climat. Donc cette magnifique mairie accueille aujourd'hui un lieu d'échange, un lieu fertile, un lieu qui permet de recevoir des personnalités qui ont envie de démontrer comment on peut créer une économie qui ne détruit pas l'environnement immédiat et lointain. Bien sûr, c'est un lieu pour les jeunes, c'est un lieu pour les jeunes d'esprit, mais c'est un lieu qui doit aussi fabriquer le sucre, l'engrais qui doit nous permettre de créer cette civilisation qui ne détruit pas la vie des générations futures. Et des académies du climat, il en faut partout, dans toutes les villes de France, dans toutes les villes d'Europe, dans toutes les villes d'Amérique, du Sud, du Nord, d'Asie, pour que justement on prenne à bras le corps cette passion que nous devons tous avoir pour offrir à nos enfants une planète vivante. Et ça se fait avec des débats, ça se fait avec des échanges, ça se fait avec des ateliers, et ça se fait avec des scolaires. Nous recevons des milliers de scolaires tous les ans. Ça se fait aussi avec dans la diversité des opinions, parce que c'est formidable de recevoir des écologistes, mais c'est aussi formidable de pouvoir inoculer l'envie de pratiquer justement une production qui ne soit pas hostile à notre avenir, nous les humains. La planète nous survivra, ça c'est sûr. Mais on ne peut pas le laisser faire, et c'est pour ça que cette académie, qui est vraiment un lieu de la ville de Paris, eh bien, c'est un exemple qui doit se propager. Et ce soir, on a l'immense honneur de recevoir un homme et une femme qui vont démontrer par leur expérience leur exemple. Parce que nous avons besoin d'idées, nous avons besoin de rêves, mais nous avons besoin d'exemples précis pour pouvoir justement inventer cette économie. Vous avez remarqué, mon préambule est un peu long, mais ne vous inquiétez pas, et je vais leur laisser la parole dans quelques instants. Vous avez pu remarquer combien, quand il s'agit de faire la guerre, on trouve les moyens financiers. Là, il n'y a pas de problème. Quand il s'agit d'inventer cette autre économie, soudain, on nous dit non, c'est pas possible, c'est trop cher, ou c'est simplement une idée de rêveur. Donc, comment on bascule dans une autre société auquel nous aspirons les uns et les autres. Nous voulons cette économie légère, du moindre impact sur notre santé, sur le climat, sur la biodiversité, une économie à fort impact social. Et ce soir, avec Jean-Martin Fortier et Cécile Lucas, qui ont vraiment démontré leur savoir, ils vont pouvoir vous expliquer leur vie. Et moi, la première question que je leur pose à l'un et à l'autre, avant même de commencer sur leur expérience personnelle, je voudrais leur demander quel est votre rêve ? Il marche ? Merci. C'est une vaste question et j'ai cru comprendre que toi aussi tu avais beaucoup de rêves, donc je ne sais pas comment on va résumer. Moi, je rêve de vivre dans un environnement où chaque être vivant a sa place et a la possibilité de s'épanouir. Et d'apporter un certain équilibre au grand tout. Voilà, je crois. C'est bien, moi j'aime ça. Je pense que le concept d'harmonie, tu sais, souvent, moi, on m'a demandé dans ma vie, comment tu fais avec tous tes projets, Jean-Martin, pour avoir de l'équilibre? Je dis, j'en ai pas. C'est quand même un défi pour moi d'être en équilibre, mais de l'harmonie, ça, c'est important. Donc, tu sais, de l'harmonie, pour moi, c'est en moi, mais j'ai beaucoup de sensibilité pour la fragilité de la nature. Puis la beauté de la nature, tu sais, c'est quand on s'arrête, puis oui, c'est beau ici, puis c'est magnifique, mais tu sais, on peut être dans un parc, ça va être encore plus merveilleux, un parc très anodin avec des arbres, avec des insectes, avec les herbes qui poussent. Donc, longue réponse à une courte question. Moi, je pense que c'est juste vivre dans un monde où on est en harmonie avec les autres puis avec la nature qui nous entoure.
Puis, parce que le contraire est très, très loin de ce que je veux, ce que je désire pour moi, puis pour mes enfants, puis pour les générations à venir. Merci. Je sais que cette question n'est pas aisée à répondre, mais vous avez répondu avec beaucoup de sincérité. Une agriculture à échelle humaine, c'est l'objet de notre soirée. Une agriculture à échelle humaine, vous avez démontré depuis plus de 2 décennies maintenant que c'était possible, que c'était économiquement viable. Moi, ce que je voudrais vous poser comme question, je vous suis depuis longtemps, Jean-Martin. Je suis fasciné par vos résultats. Bien sûr, avec l'ami Jean-François Rial et Tom Rial, on est au courant de ce que vous faites. Ma question que je vous pose avec vos livres qui sont à chaque fois des succès, puisqu'une grande diffusion, la promotion de tout ce que vous faites, on ne peut pas dire que ce soit anonyme. Pourquoi ça ne se répand pas aussi vite que nous le souhaiterions ? Ça, c'est une très bonne question. Moi, je me souviens quand je suis arrivé ici en 2012, présenter mon livre « Le jardinier maraîcher ». Vous savez, pour quelqu'un qui a grandi, qui est né au Québec, Paris, la France, je n'étais jamais venu en Europe, ça demeure quand même quelque chose qui nous fascine. Et j'étais venu présenter mon livre « Le jardinier maraîcher » avec mon père qui est décédé. Il était très, très fier de moi. On avait beaucoup de gens dans la salle. Puis les choses que je présentais étaient nouvelles, étaient différentes. Je faisais toujours la conclusion de ma présentation en racontant que ce que je fais, c'était comme les maraîchers parisiens du 19e siècle. Puis dans le fond, les méthodes, les techniques que je suis en train de mettre en œuvre, que je raconte dans mon livre, c'est celles qui sont issues de la France. Donc, un peu mon message, c'était ça. Beaucoup de gens s'intéressaient à mon histoire. Beaucoup de gens étaient là. Il y avait toujours le fameux, parce qu'on est en France, oui, mais c'est le Québec. Comme si au Québec, le climat était mieux. Comme si au Québec, on avait plus de bouches à nourrir. Tu sais, il y a beaucoup de contraintes au Québec. Oui, on a une approche libérale en termes d'entrepreneurship. Mais on arrivait avec un peu le ground zero, comme j'appelle. Il n'y avait pas beaucoup de micro-fermes comme nous, on les fait. Puis aujourd'hui, il y en a beaucoup en France. C'est quand même 10 ans plus tard. Puis il y a beaucoup de gens qui sont inspirés, mais il pourrait en avoir encore beaucoup plus. Donc, je pense que c'est un chemin, et c'est un chemin à faire. Puis, Je suis d'accord avec ça parce que nous, à notre échelle d'humain, on trouve toujours que ça va pas assez vite. D'ailleurs, l'impatience, c'est une des choses avec mes enfants que j'ai le plus de mal à gérer parce qu'ils sont impatients. On est impatients. On a envie, une fois qu'on a compris le truc, on a envie de passer à l'action et puis que ça avance. Mais en fait, on oublie qu'on n'est pas qu'un humain. On fait partie d'un corps qui est l'humanité. Et là, on est beaucoup plus nombreux. Et en fait, je pense qu'il y a un temps qui nous dépasse, de mûrissement comme pour les fruits, de mûrissement pour chaque idée dans l'humanité, et que ça, on n'a pas de prise dessus. Et qu'on peut ressentir de la frustration, mais de toute façon, on n'y peut rien. La seule chose qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de rayonner autant qu'on peut de ce en quoi on croit, et essayer de cette façon de donner envie aux autres. Mais on n'a pas de maîtrise sur le temps. Donc, il faut accepter. Ni les résultats. Non, ni les résultats. Puis, changer d'agriculture, c'est pas que changer d'agriculture. C'est déconstruire dans nos têtes le capitalisme, le libéralisme, le patriarcat. Il y a tellement de choses à déconstruire que ça va pas se faire en quelques années, malheureusement. Et il faut accepter que ça mette du temps. Est-ce que vous pouvez nous raconter le début de votre aventure en Bretagne avec votre époux ? Ce que vous avez fait, parce que Jean-Martin a écrit des livres, des films, il va encore mieux nous expliquer. Mais vous, en Bretagne, c'est formidable ce que vous avez fait, c'est une démonstration française. Moi, je ne connaissais pas encore Jean-Martin. Et il y a 12 ans, je suis tombée enceinte de ma première fille. Et je n'ai pas travaillé pendant 9 mois parce que j'étais comédienne et on n'emploie pas les comédiennes enceintes, sauf si elles sont très très connues parce que ça coûte cher en assurance. Et donc, j'ai passé 9 mois à la maison avec mon ordinateur et puis j'ai essayé de me renseigner un peu sur le monde dans lequel on allait donner la vie. Et là, j'ai paniqué vraiment.
Et puis, du coup, j'ai vraiment fait beaucoup de recherches et je me suis dit qu'il y avait vraiment... moi, j'étais très, très touchée par la cause sociale. Et là, j'ai compris à ce moment-là, j'ai décidé de comprendre à ce moment-là que en fait, mon angle d'attaque, ça allait plutôt être l'écologie, parce qu'en mettant de l'écologie au cœur de tout, on risquait de pouvoir harmoniser beaucoup de choses dans la société. Et puis, je me suis dit, il va falloir qu'on montre que c'est possible de manger sainement pour un prix juste. Et donc en fait, j'étais pas du tout sûre que ce serait possible, mais je me suis dit, ce n'est pas possible que ce ne soit pas possible, il faut qu'on y arrive. Et puis, en faisant des recherches, j'ai connu Jean-Martin Fortier, et donc là, avec mon mari, on a suivi tout ce qu'on a pu, qui était à notre portée, à nos moyens. Et puis, lui, mon mari, il s'est formé, pendant que moi je faisais des tournages, lui, il se formait... Parce que vous êtes actrice. Oui, je suis comédienne, pardon. et donc, je tourne beaucoup depuis 15 ans. Et mon mari, il s'occupait des enfants et il se formait à la permaculture, à l'éco-construction, à plein de choses, parce que donc vraiment, dès notre première grossesse, on s'est dit qu'on avait envie... d'expérimenter un autre monde et d'essayer autre chose et d'offrir autre chose que le béton à nos enfants, parce que nous, on a grandi à Asnières et on connaissait que ça. Donc voilà. Et puis, ça a pris beaucoup de temps. On a visité tous les 4 coins de la France pendant 5 ans. Parce qu'au fur et à mesure qu'on visitait, on se disait, là, on peut faire un potager. Oui, mais dans cette maison-là, on peut aussi accueillir du monde, donc partager. Et puis là, on peut faire une boutique dans cette maison-là. Donc, on a mûri notre projet pendant tout ce temps-là, et c'est pareil, on était super pressés. Et en fait, je suis très reconnaissante qu'on ait mis 5 ans à trouver, parce que ça nous a vraiment permis de mûrir les choses et de choisir un projet qui nous corresponde vraiment. Et en l'occurrence, un peu, on a mis tout ce qu'on a pu dedans. Mais voilà, et puis on a fini par trouver un endroit en Bretagne, dans les Côtes d'Armor, qui s'appelle la ferme de la Ville Lambert. Et c'est un endroit magique. Et je vous invite tous à venir nous voir, parce qu'on ouvre au public 2 fois par semaine, et bientôt, on l'espère, on pourra l'ouvrir toute la semaine. Et voilà, et donc on a voulu, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants ? Qu'est-ce qui leur sera utile quand ils seront grands ? Apprendre à faire pousser sa nourriture, apprendre à observer la nature, les étoiles, le soleil, quelle superficie agricole vous travaillez sur quelle superficie agricole ? Alors nous, on est sur un peu moins d'1 hectare. Et donc on a une partie en potager clos, ça c'est un peu de la triche parce que il n'y a pas de biches, il n'y a pas de lapins, il y a pas de, c'est protégé du vent, voilà, c'est une grande chance d'avoir ce potager clos qui fait 4000 m² à peu près, et puis après on s'est un peu étendu sur la prairie à côté. Et donc on a des serres et qui sont pas chauffées bien sûr, et enfin je dis ça bien sûr parce que notre climat nous permet de ne pas les chauffer. Et voilà, et on essaye c'est vraiment une ferme expérimentale, on essaye plein de techniques, mais bien sûr toujours sans chimie de synthèse, en essayant de toucher la terre le moins possible, et voilà. Et économiquement, vous en sortez ? Alors économiquement, c'est là je me suis un peu piégée toute seule en disant je vais prouver que c'est possible, parce que j'avais oublié une donnée, c'est que moi j'ai un revenu qui est quand même vraiment pas commun, voilà, j'ai la chance de très 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 bien gagner ma vie. Et donc tout ce que je gagne, on le réinvestit dans le projet. Et donc voilà, on vit pas comme des rois, mais c'est vrai que je peux pas dire à tout à chacun, allez-y, c'est facile. Ça, c'est un peu compliqué. Et par contre, le pendant de ça, c'est que financièrement, tout repose sur mes épaules. Et souvent, j'ai envie de demander de l'aide, et jamais j'oserais faire un crowdfunding, par exemple, parce que je peux pas être prioritaire dans les gens à aider. Enfin, je veux dire, il y a une crise sociale tellement grande aujourd'hui que voilà. Donc, et ça, par contre. Quand on n'est pas connu, on peut faire des cagnottes solidaires et des demandes de financement participatif. Donc voilà. Mais pour l'instant, en tout cas, ça fait 2 ans que la ferme qu'on a commencé professionnellement.
Et donc il y a deux agriculteurs, mon mari et un autre néo-agriculteur qui était infirmier avant. Et là, ils arrivent à dégager un salaire pour l'instant de 1 500 € net, plus un peu. Et donc en 2 ans, et en ne faisant que de la vente à la ferme, 2 fois 2 heures dans la semaine. Donc moi, je trouve ça très positif. Bah, c'est déjà un début. Avant que Jean Martin nous explique lui comment il a établi un modèle, parce que c'est un modèle. Il y a quelques semaines ici, nous recevions Tom Rial et Jean-François Rial de la ferme du Perche. Il est là, Tom. Et voilà, Tom. Et donc, en quelques années, aujourd'hui, ils produisent 50 tonnes de maraîchage, 50 variétés de légumes. Les 2 premières années, il y a eu une perte. La 3e année, ils ont fait 250 000 €. Et ils sont 5 personnes. Ils travaillent 35 heures par semaine. Et c'est une réussite économique. Parce qu'aujourd'hui, un paysan français qui gagne le SMIC, il n'y en a pas beaucoup. Je me trompe, Tom? Viens le dire. Viens là. Viens le raconter. C'est intéressant parce que Jean-Martin, tu sais, t'appuies sur play et tout va bien. Mais comme c'est un exemple, comme ça, c'est un petit Jean-Martin. Je suis intimidé, là, il y a trop de monde. Mais voilà, nous, on a donc une ferme de 1 hectare. Donc c'est tout petit. Même si on enlève les passages, on n'a que 6 500 mètres carrés. Et on arrive on peut parler d'argent, mais surtout, on arrive à produire 50 tonnes de légumes sur un tout petit espace. Donc c'est possible, voilà, il y a le nouveau livre que Jean-Martin a sorti, Microferme, qui montre 8 fermes qui ont des super modèles économiques. Et donc maintenant, il faut que ça suive, quoi. Il faut que les politiques, tout le monde y aille à fond, parce que ces méthodes, elles fonctionnent, elles sont respectueuses de l'environnement, elles stockent l'eau, elles captent du carbone, elles créent de l'emploi. Enfin, c'est super, quoi. On est convaincus. Voilà. Merci Tom. Voilà, donc c'est un exemple précis. C'est pas une soirée propagande de Baba Cool. C'est parce que vous savez, lorsqu'on parle d'environnement, d'écologie, dès qu'on emploie le terme économique, rentabilité, bio-intensif, ça effraie les personnes. Je ne comprends pas pourquoi. Parce que là, c'est une démonstration écologique extrêmement forte et qui n'est pas, bien sûr, issue. Le bassin, Paris, à l'époque, c'était les fortifs. Il n'y avait pas le périphérique, mais il y avait 40 000 paysans à Paris. Et qui nourrissaient la ville. Aujourd'hui, nous ne nourrissons pas la ville. Jean-Martin, donc ce développement de cette, on ne peut pas dire nouvelle économie, mais par rapport au système agricole qui apparaît comme un système agricole très intensif, polluant, toi, tu dis maintenant, il faut que ce soit bio-intensif. Qu'est-ce que c'est le bio-intensif? Ça, c'est une bonne question. Puis je pense que le livre sur les microfermes va venir placer quelques nouvelles idées dans le vocabulaire agricole ou dans la communauté agricole alternative en agroécologie. Premièrement, le mot bio-intensif, c'est en fait, pour vraiment répondre à la question, c'est que beaucoup de ce qu'on fait, comme on l'a dit, vient de la France, du 19e siècle. Et la grande histoire que je vais faire très rapidement, c'est que à l'époque, les maraîchers en ceinture de Paris étaient les meilleurs au monde et de loin. Donc, ils étaient capables de faire jusqu'à 8 plantations successives sur les mêmes parcelles par année, ce que nous, on arrive... 8 récoltes. 8 récoltes par planche. C'est énorme. Moi, je pense que même si je m'appliquais dans un climat comme celui-ci, j'arriverais à en faire 5, peut-être 6, avec mon expérience. Donc, ils avaient un niveau très, très sophistiqué et ils étaient reconnus partout. Et les Anglais s'intéressaient beaucoup, donc ils ont beaucoup écrit sur ces maraîchers-là. Et évidemment, les Anglais, étant la langue des Américains, à un moment donné, il y a certains Américains qui ont repris ces idées-là. Et c'est comme ça qu'ils ont appelé la méthode, bio-intensive. Parce que c'est biologically intensive, parce que les sols doivent être vivants, les sols doivent être très, très naturels et fertiles pour permettre la densification de production. Donc, moi, quand j'ai repris,
c'était les mots que j'avais en anglais, parce que moi, j'ai pris ça de l'anglais pour un peu revenir ici, puis traduire en français, puis redécouvrir à la fin que tout vient d'ici quand j'ai eu accès aux livres, les anciens livres. J'en avais quelques-uns, mais depuis quelques années, à chaque fois que je viens, j'étais avec Tom, justement, on est allé visiter un musée des maraîchers du 19e siècle. C'était incroyable. C'est les mêmes équipements, les mêmes outils ou presque. Donc, ça vient de là. Puis ce que ça signifie, c'est vraiment les méthodes qu'on met au point, où est-ce que c'est des petites surfaces maraîchères très, très densément cultivées avec un grand souci des sols qui sont meubles, qui sont fertiles, qui sont vivants, pour permettre beaucoup, beaucoup de récoltes sur des petites surfaces. Donc, en gros, là, si je le résume, c'est ça. Puis on avait comme besoin d'un mot pour décrire ces techniques, ces méthodes-là. Il y en a beaucoup qui appellent ça la méthode Fortier. C'est un peu fort. Moi, je pense que dans mon approche, j'ai amené des techniques de gestion, j'ai amené des techniques de planification culturelle, d'organisation du travail. Je pense que je peux prendre le crédit pour ces choses-là. Mais la méthode bio-intensive, aujourd'hui, c'est un clin d'œil à ce qui est extensif aussi. C'est le contraire d'une agriculture extensive, qui prend beaucoup de place, qui utilise très mal l'eau, qui est souvent très peu écologique. Donc, nous, on fait ça. Et, vu que j'ai le micro, je veux quand même me permettre de faire un commentaire sur ta ferme, Lucie, parce que je suis allé voir la ferme de Lucie et son conjoint samedi et dimanche. J'ai été bien accueilli. Merci d'ailleurs, c'était vraiment chouette. Et moi, je veux juste te dire que tu n'as pas à être complexé, parce que quand je visite un projet comme ça, les gens le font pour recevoir, pour redonner, pour accueillir, pour permettre à d'autres agriculteurs de la région de vendre leurs produits. C'est vraiment exemplaire ce que vous faites. Donc, bravo. Merci Jean-Martin. Alors, bio-intensif, pour nous les écolos, il y a Jacques Olivier qui fut un grand directeur de la communication du WWF France, avec qui j'ai longuement travaillé. Nous, on travaille sur les mots. Et bio-intensif, c'est vrai que c'est un mot qui peut bloquer. Parce que tu défends et tu démontres l'exemplarité d'une agriculture intensément écologique. Et je crois que quand on va dire que Jean-Michel Fortier promeut une agriculture intensément écologique, et là il emportera, je dirais, l'esprit chagrin de quelques-uns peut-être. Mais c'est une agriculture intensément écologique. Vous savez très bien que la traduction anglaise du développement durable, on se traîne nous avec développement durable, et donc ça fait développement durable de lapin, ça le fait pas. Et quand ici, je dis l'Académie du climat, elle doit être un lieu de l'économie légère, parce qu'il y a le mot économie dedans qui est intéressant. Légère, c'est pas simplement de la light économie, ou comme les cigarettes, parce que c'est important qu'il y ait le mot économie. Nous avons besoin d'une économie pour envoyer nos enfants à l'école, pour nous nourrir, nous vêtir, mais cette économie, elle doit être juste, et elle ne doit pas simplement être accaparée par quelques-uns, comme cela existe, hélas, mais ce n'est pas une fatalité. Parce que ce n'est pas une fatalité, parce qu'il y a des exemples dans ces livres. Donc la microferme, c'est vraiment c'est pas simplement un précis d'agriculture bio. C'est aussi un modèle de société. C'est-à-dire que sur une petite surface, on ne s'étend pas. Donc ça veut dire que en France, on pourrait se nourrir, en tout cas sur le maraîchage, avec des fermes, ce qu'on appelle des micro-fermes, des fermes d'1 hectare. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est comment, au Québec, au Canada, grand pays, comment tu es perçu et comment se développe cette agriculture intensément écologique que tu vas déjà transmettre à nos amis québécois. Donc, c'est vraiment une belle question, puis moi, je vais me permettre un détour, si je peux. Si tu veux. Ça me fait tellement plaisir d'être avec vous ce soir et de pouvoir parler de ces choses-là. Premièrement, la question qui est toujours lancée, c'est oui, les micro-fermes, parfait, mais comment on va nourrir le monde avec ça? Bon, la bonne réponse à ça, c'est que ça ne nous intéresse pas de nourrir le monde parce qu'on veut nourrir les communautés. Mais même là, cette réponse-là peut être, avec un esprit un peu critique, on peut facilement se faire dire oui, mais franchement. Mais la vraie réponse à cette question-là, c'est imaginons
que nos communautés sont nourries par 200-300 fermes comme ça? C'est ça la réponse, c'est dire, au lieu de se faire dire, mais non, c'est pas possible, c'est pas réaliste. Oui, j'entends que c'est pas ça aujourd'hui, mais imaginons qu'il y avait toutes ces petites fermes-là qui existaient sur le territoire, toutes des fermiers et des fermières qui s'occupent de protéger les cours d'eau parce qu'ils sont des fermes en agroécologie, qui sont des fermes qui sont familiales, qui sont à taille humaine. Moi, c'est comme ça que je les dénomine. Donc, des fermes à taille humaine. Et qui meublent le canevas du territoire. Et quand on fait cette réflexion-là, on retourne à la France des années 20, à la France des années avant les années 50, dans le fond, quand l'arrivée du tracteur a tout pris sur son passage, ils ont saccagé les bocages, ils ont fait en sorte que les fermes devenaient de plus en plus grosses et productives. Peu importe, la France, je ne sais pas, les gens ne savent pas, mais partout aux États-Unis, quand moi je me promène, les gens parlent de terroir, puis blablabla, mais ils ont tous cette idée d'une France que les gens savent bien manger, où les territoires sont beaux, on n'est pas sur des lignes droites partout dans les campagnes. Donc, grande réponse pour dire... Moi, quand j'ai commencé, il y avait une ferme chez moi. Là, il y en a 30. Puis, on est à 1 heure de Montréal. Montréal absorbe beaucoup des légumes, mais ça a créé un tissu social extraordinaire. En 20 ans. Ouais, 20 ans, c'est rien. En 20 ans. Puis c'est ça qui me fait... Puis tu sais, j'ai eu un collègue, Baptiste, qui a passé du temps chez moi. Baptiste, tu peux lever la main. Donc, tu sais, c'est pour l'avoir vécu, moi, la transformation de ma communauté à travers l'émergence de petites fermes, je suis en mesure de dire que c'est vraiment super. Là. On a les mercredis fermiers où tous les maraîchers et leurs apprentis viennent prendre un pot. On a un peu recréé l'économie dans notre communauté. Puis c'est chouette. Donc, c'est tout. Donc 30 fermes, et ça représente à peu près combien d'emplois? 30 fermes x 4. D'accord, Assurément. 120 personnes. Peut-être plus avec toutes il y a une filière qui vient avec ça, pour le matériel, pour l'approvisionnement. Puis c'est juste le début. Puis c'est parce que souvent, ces gens-là sont venus chez moi à la Grelinette. Puis ma femme et moi, Maud Hélène, nous, on avait le souci de bien accueillir les gens, d'être gentils avec eux, puis on est drôle, nous. On est gentils, mais on est ferme avec ce qu'on attend de tout le monde, puis on est très exigeant. Donc, un peu comme avec les enfants. Donc, les gens venaient à la ferme La Grelinette. Ils travaillaient fort, mais tout était avec beaucoup de gaieté de cœur. Puis, ils voyaient un modèle de réussite. Ils voyaient une famille qui n'était pas dysfonctionnelle. Donc, ça les a inspirés à démarrer leur projet de ferme. Puis, eux, aujourd'hui, ils forment d'autres maraîchers. Ils forment d'autres maraîchers. Tout ça dans un modèle qui fonctionne. Donc, on n'est pas dans une impasse au niveau du modèle. Donc, je ne vais pas peinturer le paysage plus rose qu'il est, mais c'est quand même ça qui se passe chez moi. Donc, question, aujourd'hui, tu continues à former des agriculteurs jeunes ou plus matures. Tu en formes depuis... Tu as formé combien de personnes? Bien, mon parcours vers la formation, ça a été toutes ces années-là au Jardin de la Grelinette. Donc, tu sais, de quand j'avais 27, 28 ans jusqu'à environ 35. Donc, 10 bonnes années à accueillir 2-3 stagiaires, apprentis chez moi. Pour après ça, fonder la ferme des 4 temps, que les gens ont peut-être vu dans la série Les Fermiers, où là, j'ai 10 maraîchers qui sont avec moi dans une école avec un campus qui est la marmite à bouille, là, c'est ça le concept pour apprendre. Pour après ça, filmer tout ça, documenter ça dans une masterclass, la masterclass qu'on dit ici, que j'enseigne en ligne, qui aujourd'hui est dans 90 pays. Il y a 4000 personnes qui ont pris la masterclass, qui l'appliquent dans leur pratique. Donc, ça continue. Puis là, il y a des projets comme Cultive ici, avec Baptiste et sa conjointe Vanessa, qui veulent enseigner ça. Donc, c'est pas du dogmatisme, c'est de la pédagogie. C'est de montrer aux gens comment faire bien les choses. Puis moi, j'ai appris de mentors, Elliott Coleman et d'autres, qui m'ont montré. Puis depuis le début, j'ai le besoin de redonner, puis de faire profiter de mon expérience aux autres.
C'est aussi simple que ça parce qu'en maraîchage, il n'y a pas beaucoup de place pour l'improvisation. Si on veut réussir, il faut savoir ce qu'on fait. C'est tout. Oui, puis la dimension de partage, de transmission, elle est super intéressante à explorer. Et il y a toujours un échange entre celui qui reçoit et celui qui donne, parce qu'en fait, tout le monde reçoit et tout le monde donne. Il n'y a pas... surtout... je pense qu'on est un peu dans la déconstruction aussi de hiérarchiser les gens. Et donc, oui, il y a un sachant sur ce domaine et quelqu'un qui vient apprendre et expérimenter, mais il n'y a pas de hiérarchie de valeurs. Et donc, ce côté transmission, il est super important aussi parce qu'on a besoin de ne pas se sentir seul. C'est bête, mais c'est vrai que moi, je voulais absolument qu'on soit hyper autonome, sur notre nourriture, notre électricité, tout ce qu'on pouvait. Et j'ai réalisé que si on était les seuls dans le foyer à être autonomes, on n'irait pas très loin. Le jour où il y aurait un effondrement, ça ne nous mènerait pas très loin. Alors que si c'était toute une communauté et tout un territoire le plus vaste possible, qui était résilient, qui était capable de se débrouiller tout seul et plus autonome, là, j'avais quelque chose d'intéressant à vendre à mes enfants, en tout cas une image inspirante pour mes enfants et pour moi-même d'ailleurs. Et donc voilà, et c'est pour ça que nous d'ailleurs à la ferme on fait pas que du maraîchage, on fait aussi on construit un bar, on va proposer plein d'ateliers de reconnexion à la nature pour apprendre aussi à découvrir à connaître les plantes sauvages, comestibles, celles qui soignent, à reconnaître les animaux, à prendre soin de l'environnement, voilà. Donc comment êtes-vous perçu dans le milieu agricole qui vous environne? Ce que je te disais il y a 2 jours, au début quand on est arrivé, c'était un petit peu la petite starlette TF1 qui venait expliquer au monde rural comment fallait cultiver, donc c'était un petit peu j'ai pas ressenti une grande hostilité, mais clairement des sourires un petit peu dubitatifs. Voilà. Et puis on a vraiment... On n'est vraiment pas parti dans une idée de conquérir quoi que ce soit, mais plutôt de s'intégrer à un paysage, comme en permaculture. Donc on a surtout d'abord observé, et puis après expérimenté petit à petit. Et assez naturellement, on s'est rendu compte qu'à la campagne, il y avait un truc très agréable. Par exemple, on ne voit pas ses voisins, parce qu'ils sont loin, dans la distance, mais par contre, on s'entraide tout le temps. Donc il y en a un qui a une machine qui peut nous aider, l'autre qui a un engrais vert, et en fait on s'entraide et il n'y a pas eu d'hostilité genre vous les écolos, non, il y a vraiment très vite il y a plein de liens qui se sont faits. Donc après c'est sûr que les plus grosses exploitations sont beaucoup plus méfiantes et pour l'instant on n'a pas vraiment brisé la glace encore, mais ça viendra avec le bar. Voilà, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on espère. Et oui. Et Jean-Martin, toi, tu as pu faire une série télévisée au Québec, qui avait une forte audience. Une série sur combien d'épisodes? Je pense que Les Fermiers, c'est 12 épisodes. C'est filmé, c'est 2 saisons où la caméra, c'est une docu-série, donc il n'y a pas de drame, il n'y a pas de... Il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas... Il n'y a pas nécessairement quelqu'un qui couche avec l'autre, puis va se faire expulser, puis c'est pas ça. C'est fou parce que c'est quand même vraiment passionnant, quoi. Oui, mais c'est dans la camaraderie, mais c'est ça. Est-ce qu'on peut la voir, cette série? Oui, elle est sur TV5 Monde. Voir absolument. Oui, Les Fermiers. Donc, puis là, après ça, c'était moi qui étais avec mon équipe, puis on me voit avec eux faire le travail de maraîcher. C'est certain que c'est dans un contexte où la ferme des 4 temps, c'est une ferme-école où j'ai voulu aussi démontrer si on professionnalisait le maraîcher, puis on lui donnait des meilleurs équipements, des meilleures serres, une meilleure méthodologie qui est adaptée à de la petite surface. Là. On est toujours là-dedans. Comment productifs pouvons-nous être? Et donc, c'est sûr que pour des gens, des maraîchers qui regardent ça, ils trouvent que c'est propre, puis c'est beau, puis c'est neuf.
Mais en même temps, c'était ça mon plan. Fait que là, c'est une saison avec l'équipe, puis c'est la deuxième saison où des gens qui étaient dans mon équipe démarrent leur propre ferme. Là, on voit un peu la réalité du parcours que Lucie et son équipe, son conjoint vivent, que c'est pas facile. Mais ça ne veut pas dire que c'est pas facile, que c'est pas désirable. Alors ça, c'est clair. Ouais. Et aujourd'hui, avec cette expérience de plus de 2 décennies, qu'est-ce que tu te reprocherais? Oh là, c'est des grosses questions. Beaucoup de choses. J'ai été très passionné par mon travail. J'ai été très, très habité par une volonté d'aider puis de redonner. Je suis une personne très sensible. Donc, est-ce que j'ai eu justement assez d'équilibre dans différentes sphères de ma vie? Peut-être pas. Donc, je ne sais pas si je peux me reprocher ça, mais dans mes années futures, j'ai envie d'être plus léger. J'ai envie de venir ici, partager ce que je sais, ce que je pense qui est une bonne histoire à raconter, qui est des bonnes techniques à partager. Et j'ai pas envie de me prendre la tête. Ça me dérange pas si les gens veulent rouspéter sur mon message, honnêtement. Moi, je me sens accompli dans mon travail puis dans ma mission. Donc, je sens moins la pression. Puis aussi, je suis toujours intéressé d'être avec quelqu'un comme Lucie parce que avec la série télé, je suis devenu un peu une vedette au Québec. Donc, je ne peux plus sortir de chez moi sans que les gens me saluent, ce qui n'est pas un problème parce que les gens sont très gentils. Mais ça vient avec le regard des autres, ça vient avec tout un truc que je n'étais pas équipé pour bien gérer ça. Donc, j'ai fait peut-être quelques apprentissages à ce niveau-là. Oui, mais ça, c'est la rançon du succès. Oui, mais pour un maraîcher, c'était pas. Je m'attendais pas à ça. Mais oui, je comprends que ce soit difficile de répondre à la question parce que tu m'as dit l'autre jour justement que tu n'avais pas de regrets. Et moi, je suis très comme ça, j'aime pas avoir des regrets. J'estime que même toutes les erreurs que j'ai faites m'ont fait grandir, m'ont appris tellement. Donc, je comprends que tu as un peu de mal à répondre. Mais comme on est dans une société où on privilégie le succès et l'échec alors que l'échec prépare le succès, toujours, c'est comme ça. On n'a pas que des succès dans la vie. Vous entamez, vous prenez une orientation qui n'est absolument pas l'orientation de l'agriculture d'aujourd'hui. J'ai lu cette nuit ce magnifique livre. Il est d'une clarté absolue, d'une pédagogie simple. Bien sûr, il y a les exemples des 8 fermes, mais une fois qu'on l'a lu, et il est en plus joliment illustré, une fois qu'on l'a lu, on dit mais pourquoi ça ne fonctionne pas partout? Pourquoi il y a si peu de gens convaincus? Parce qu'en France, quand on s'attaque à l'agriculture intensive, lorsque vous attaquez à la FNSEA, vous attaquez au monde agricole de la chimie, comme par hasard c'est celui du pétrole, je puis vous dire, on prend cher. On est très attaqué. Mes amis de Génération Future, qui est une association qui travaille énormément sur les impacts et contre les pesticides, en savent quelque chose. Donc ce travail-là, qui est exemplaire, ça semble d'une facilité déconcertante. Et donc c'est ça qui est aussi agréable. Hier soir, nous avions une discussion avec Jean-Martin. On se disait, mais je lui disais, mais avec ton talent, avec l'exemplarité que tu prônes réelle depuis des années, pourquoi ça ne marche pas autant et pourquoi on ne se coalise pas les uns et les autres des différents milieux qui ont envie d'une autre vie et qui n'ont pas envie tout simplement de la destruction de la biodiversité. Je rappelle que la biodiversité, c'est notre vital. Vous le savez tous ici, mais je me souviens qu'un jour, j'ai un directeur de cabinet, j'avais écrit la biodiversité, notre vital. Il m'avait dit, mais pourquoi tu mets notre vital? Et pourtant, il était formé aux grandes écoles de la France. Donc, ce livre est magnifique. Avant que vos questions fusent, parce qu'il y en a qui sont dans vos têtes, j'aimerais, on prend un break de 4 minutes, non pas pour aller boire un canon, mais entre vous, avec votre voisin, de droite, de gauche, pour évoquer notre conversation. Et après, je prends vos questions. Voilà.
donc 4 minutes pour parler avec les uns de droite et de gauche du sujet. Ça détend. Et maintenant, nous prenons les questions. Alors, qui a envie de poser la première question? Je rappelle que la question est une question. Merci. Bonjour, merci pour vos interventions. Moi, ma elle porterait sur votre relation à ce qu'en Occident on appelle nature. Est-ce que le fait d'avoir développé une activité en lien direct avec toujours ce qu'on appelle nature, je fais référence à Descola quand je dis nature entre guillemets, j'aimerais savoir si ça a modifié votre perception et quelle relation vous avez maintenant aujourd'hui avec. Belle question, merci. Moi, premièrement, je trouve que c'est une très belle question. J'ai toujours trouvé que j'étais privilégié de faire de l'écologie appliquée. C'est ça qu'on fait, hein? On observe un peu les légumes, ça pousse, on observe la relation entre le sol, l'eau, le soleil, les insectes. Moi, ma journée de travail commence avec une marche dans le jardin. C'est pas une marche, c'est une marche où j'observe. Je mets les mains dans la terre, je mange les légumes que je produis. Donc, je trouve qu'une partie de mon équanimité, une partie de ma profondeur, si j'en ai une, vient de ça. Je suis quand même connecté d'une certaine manière. Je ne pense pas que ça m'enlève tous mes vices. Je pense que ça ne fait pas de moi une personne pure, mais ça me fait au moins une personne qui n'est pas totalement déconnectée. Et ça, je trouve que c'est vraiment important. Puis de plus en plus de gens, avec la série Les Fermiers, venaient me voir. Puis même après, j'ai fait une autre série qui s'appelle « C'est plus qu'un jardin » où j'accompagne une famille dans leur processus de se faire un potager. Ils sont en ceinture de ville. Puis le jardin transforme leur vie, littéralement, avec les enfants, tout ça. Puis ce que je retiens de ça, c'est que depuis les gens, quand ils touchent à de la terre, quand ils font pousser quelque chose, aussi simple qu'une balconnière dans la fenêtre, il y a quelque chose de magique dans le processus de mettre une semence. C'est comme si c'est de la création. C'est de la création du vivant. Donc, moi, je pense que les anciens rigoleraient à nous entendre parler. Ils seraient comme, voyons donc. Ils sont mignons. Ils sont donc bien perdus pour parler comme ça. Mais c'est ça. Donc, voilà, ça, c'est ma réponse. Oui, moi, j'ai vu un changement très radical. Moi, quand on a déménagé, j'étais en burn-out depuis plusieurs années. Je m'en étais même pas rendu compte, mais vraiment, ça n'allait pas parce que je passais ma vie à courir vraiment. Et de mettre les mains dans la terre, mais ça se fait même pas consciemment. Bon, d'abord, ça permet quand même de se relier à la matrice, hein, parce que c'est notre matrice. Et en fait, il y a de l'énergie qui passe de nous et d'elle. Mais ça, encore une fois, c'est pas conscient, mais ça réénergise énormément et ça permet de se centrer vraiment. Et moi, je me souviens vraiment que ce qui m'avait particulièrement marqué au début, c'était de voir les saisons. Et ça m'a ralenti, vraiment. Et c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai dit il faut accepter que le temps nous échappe et qu'on n'ait pas de prise dessus. Et ça, travailler avec la nature, ça nous le rappelle vraiment beaucoup. Puis on retrouve vraiment une humilité devant tellement de beauté et tellement de logique aussi. Ce sont des systèmes qui sont logiques. Et en plus, c'est vrai qu'il y a ce côté absolument magique, mais moi que je trouve qui est carrément un don de la vie et de la nature, c'est-à-dire on plante une pomme de terre et on va se retrouver avec plein de pommes de terre. Enfin, c'est magique, c'est vraiment extraordinaire. Et là, on se sent riche d'un trésor vraiment. Et quand on a la chance de pouvoir déguster ce qu'on fait pousser, alors là, c'est extraordinaire et on a vraiment l'impression de s'accorder un soin. Et il n'y a rien de meilleur qu'un légume mangé tout de suite, dès qu'il a été cueilli. Et moi, je dirais peut-être aussi bon, c'est de le vendre. De vendre directement aussi, parce qu'on le fait pousser, on le mange, puis là, on le partage. Mais l'aspect d'être un commerçant aussi, c'est un peu tabou ici, mais c'est très cool là, d'arriver avec ses lots de patates, puis de les vendre, puis là, de voir un peu la cagnotte qui se remplit.
Puis tout ça vient de toi qui as mis la semence? Ouais, de la nature qui le permet. Enfin voilà, la nature, c'est vraiment quelque chose dont on a été très déconnecté, je trouve, ces dernières décennies. Et en tout cas, moi, alors que j'avais des parents en plus qui étaient fous de nature et qui vraiment me poussaient à la contempler, à la fois avec un œil scientifique et à la fois avec un œil artistique, c'est une fois que je me suis plongée dedans vraiment que j'ai commencé à aller mieux. Et maintenant, à chaque fois que je vais pas bien, parce que régulièrement, je me perds dans le travail d'actrice, je me reconnecte à la terre et tout de suite, ça va mieux. C'est très efficace. Merci. Voilà. Une autre question. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Donc, moi, j'ai une question par rapport au climat. Parce que nous, on est dans une région, on est en Auvergne, en fait. Et on sait que la région Auvergne-Rhône-Alpes va être une de celles en France qui va être le plus impactée par le réchauffement climatique. Donc nous, on voit déjà les effets chez nous à la maison. Et là, on va s'installer, enfin moi je vais m'installer là bientôt. Et en fait, je voulais savoir si vous avez déjà des effets du changement climatique, donc c'est-à-dire des tempêtes. Nous, on a un gros problème avec le vent, avec vraiment les grosses tempêtes, les gros orages, la grêle surtout. Et puis aussi des sécheresses. Là, nous, l'été dernier, il n'a pas plu pendant 4 mois. Et avec des températures, en Auvergne, on monte à 45, entre 45 et 50 degrés. Et on est dans une zone de grande culture. Donc vraiment, c'est un peu nouveau, les micro-fermes chez nous. Il n'y en a même pas du tout, quoi. Et du coup, la question, c'est vraiment, comment on peut s'adapter en tant que micro-ferme au changement climatique ? Parce que ce soit sur les installations, on va investir dans des serres, etc. On a déjà commencé à échelle, on va dire, familiale, mais tout a explosé l'année dernière avec une énorme grêle. Voilà, comment on va gérer ça, quoi ? Parce que l'économie, c'est quand même le nerf de la guerre. Et après, je sais que toi, Jean-Martin, la ferme des 4 temps, par exemple, tu as quand même un mécène qui t'a permis de développer ton truc. Tom, c'est pareil, il y a son papa qui a dû mettre un peu d'argent au départ. Donc quand vraiment, est-ce qu'il faut vraiment un gros investissement du départ avec ces risques-là, quoi. Voilà. Merci. Vas-y. Je trouve que ta question elle est super bonne, puis ta mise dans le contexte, elle est importante. Dans le livre sur les micro-fermes, il y a 8 fermes qui font un démarrage, qui racontent leur investissement qu'ils ont dû faire, leur chiffre d'affaires, quelques erreurs qu'ils ont faites, puis quelques conseils qu'ils donnent. Donc, c'est un clin d'œil à ma réponse qui est la micro-ferme, ultimement, elle est beaucoup mieux adaptée pour faire face aux défis que tu as nommés. Ça, c'est certain. C'est absolument certain. Après ça, dans chaque région, nous, par exemple, c'est les extrêmes de froid. Il va faire 20 degrés, puis il va faire moins 20 le lendemain. Là, la plante, elle ne peut pas s'adapter. Donc, nous, on va mettre des couvertures flottantes sur les légumes. Bon, toi, peut-être dans un climat aride, tu vas avoir à mettre des brise-vents ou, à la limite, faire pousser tes légumes dans des tunnels, des ombrières, avec du goutte à goutte, avec un approvisionnement en eau. Il va y avoir plein de trucs que tu vas devoir adapter, mais tu n'as pas à le faire avec une bassine de 50 hectares. C'est un projet quand même qui est à taille humaine. Puis l'autre chose que je veux te répondre, c'est que si nous, avec des micro-fermes, on n'y arrive pas, c'est pas vrai que les grosses fermes vont y arriver. Là. C'est sûr que non. Là. Parce que les sols ils n'ont pas beaucoup de matière organique. Les espacements de culture sont très, très éloignés pour laisser passer le tracteur. Donc, beaucoup d'évapotranspiration. C'est très compliqué de disperser de l'eau sur 3 hectares, 5 hectares, 50 hectares. Ça prend des immenses gicleurs où il y a une grosse perte d'évapotranspiration. Donc, ça pour te raconter que dans ton cas, ce ne sera pas facile, mais ce que tu fais, c'est beaucoup mieux que ce que les gros font. Puis, moi, le conseil que je te donnerais, c'est il y a beaucoup de détails techniques au niveau de faire des légumes, du maraîchage, les méthodes de base,
que tu ne devrais pas avoir à inventer. Tu devrais les appliquer d'un maître ou d'un mentor ou d'un guide qui t'aide pour que tu puisses te concentrer sur, justement, gérer tes problèmes particuliers qui sont le vent, le climat, ta topographie, tes installations. Ça, c'est très, très particulier à où tu es. Puis tu vas avoir besoin de réfléchir à ça. Donc, je ne sais pas si c'est une drôle de réponse, mais... Puis je t'encourage. Tu sais, moi, les changements climatiques chez nous, c'est ça, c'est les extrêmes de froid. C'est incroyable. Puis... Et puis peut-être que tu ne pourras pas tout cultiver en fonction de ton climat et qu'il faudra adapter. Et c'est sûr que de toute façon, ce sera difficile et qu'on est tributaire du climat, quoi qu'il arrive. Donc, même avant la guerre, les paysans, il y avait des années où ils prenaient très cher. Après, je ne sais pas si tu as vu le film Big Little Farm, Tout est possible, je crois que ça s'appelle. Ils montrent bien vraiment que ça prend 10 ans un jardin pour vraiment être en harmonie et hyper résistant face aux divers intempéries. Donc ça demande beaucoup de temps. Et en effet, tout le monde n'a pas un mécène. Et donc c'est pour ça que là, il y a aussi un levier politique à actionner où vraiment on a besoin que tout le monde aille dans la rue pour dire on a besoin de soutenir les nouveaux agriculteurs qui, en plus de favoriser et enrichir la biodiversité et assainir les sols et l'eau, peuvent nourrir la population. Et voilà, après, j'ai pas de recette miracle à te donner là tout de suite. Et encore une fois, tu peux faire quand même aussi appel à des financements participatifs parce qu'on est tous conscients que oui, il y a des moments où ta récolte, elle sera pas bonne et où tu pourras rien en faire. Donc, et que tu as besoin de manger néanmoins et de vivre. Donc voilà. Mais, et on te soutiendra. Bonsoir. D'abord, merci. C'est un vrai plaisir de vous rencontrer. Alors, j'ai pas forcément une question en fait à vous poser. Par contre, j'aimerais simplement en fait rebondir sur l'interrogation qui vous a été faite en fait dans le cadre de l'absence finalement de développement en fait de ce type de micro-ferme, de ce type d'exploitation, en particulier en France. Je m'intéresse depuis quelques années maintenant, forcément à ces projets en fait et à cette prise de conscience en fait qu'un certain nombre de personnes ont autour de l'agroécologie, autour de la permaculture. Et on se rend compte en fait aujourd'hui qu'il y a un véritable frein en fait, et qu'il y a une véritable accaparation des sols, du foncier, et une véritable difficulté en fait aujourd'hui aux jeunes personnes, aux jeunes esprits comme vous pouvez également les qualifier, de démarrer, de se lancer. J'aimerais simplement savoir en fait si réellement aujourd'hui on a une véritable alternative à démarrer. J'entends effectivement madame qui précise effectivement les difficultés d'investissement, d'amorçage et de lancement finalement de ce type de micro-ferme. Est-ce qu'il y a réellement aujourd'hui, au-delà finalement du crowdfunding, au-delà de ces aspects finalement de financement, une possibilité, voilà, pour un jeune, pour des personnes qui souhaitent démarrer, d'acquérir du foncier, parce que ça reste aujourd'hui c'est la clé aujourd'hui qui permet de démarrer. Au-delà finalement effectivement d'un niveau d'investissement qui reste effectivement raisonnable. Je terminerai juste sur une chose, je suis désolé, je suis un peu bavard. On souhaite effectivement dans le cadre de ces apports finalement et de cette nécessité de financer, et j'aimerais peut-être à la fin de ce colloque échanger avec vous, Jean-Martin, parce qu'on va avoir besoin de votre aide, parce qu'on a trouvé une solution qui va permettre très certainement de financer beaucoup de projets à terme. Merci. Ça, ce serait bien. Yes! Oui. Ça fait plaisir d'entendre ça. Répondons à... vraiment, ça fait plaisir d'entendre ça. C'est sûr que le foncier, c'est un réel enjeu. Et je ne veux pas trop simplifier l'équation, mais
Tout à l'heure, j'étais à une émission économique et j'ai été accompagné d'un autre monsieur qui a une initiative qui s'appelle Éloi. Et dans le fond, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils développent et ils offrent un service où est-ce qu'ils... Parce que ce qui est arrivé dans les 50 dernières années, c'est que les parcelles agricoles se sont conglomérées pour toujours avoir des plus grosses parcelles. Donc là, quand quelqu'un veut faire une micro-ferme ou un petit projet agricole, c'est très compliqué. Et en plus, il y a des gens de la ville qui déménagent dans les campagnes, qui achètent les petites parcelles de terre. Donc, tu sais, quand c'est le dentiste, puis c'est l'avocat, puis le médecin qui achète la terre, c'est difficile pour un jeune maraîcher. Donc, eux, ce qu'ils font, ils achètent la terre ou ils la subdivisent légalement et ils la proposent à des porteurs de projets. Puis ils font l'accompagnement entre les agriculteurs qui ont la grosse parcelle de terre, ils font l'accompagnement de là jusqu'au transfert. Donc, ça, je trouve ça très intéressant. Ça s'appelle les grappes, des grappes de petites fermes. C'est la première fois que je n'entendais parler. Donc, tu sais, je pense qu'il va y avoir des solutions qui vont émerger parce que le constat, c'est les gens, les jeunes et les moins jeunes qui veulent démarrer des fermes aujourd'hui, veulent des fermes à dimension humaine, ils veulent contrôler leur mise en marché, ils veulent être en relation, pour la plupart, pas tous, mais pour la plupart, avec le client pour avoir la chaîne de valeur complète sur le produit. Donc, puis avec les médias sociaux, puis tout ce qui se fait aujourd'hui, c'est possible de vendre et distribuer soi-même sa production agricole. Donc, il y a un réel push, donc il y a des solutions qui vont émerger. Puis le financement, c'est l'autre. Puis, bien, là, ça va prendre des alternatives puis des solutions. Donc, on dirait que vous en faites partie. Ça me ferait plaisir qu'on en discute. Je crois que Tom voudrait répondre à une question. Oui, non, je voulais répondre à madame parce que... Ouais. Tu réponds à qui ? À madame, du coup, pour les investissements, bonjour. Du coup, nous, on a investi 350 000 €, ce qui est beaucoup d'argent. Mais voilà, Sylvain, par exemple, qui est dans le livre, ou Mathieu, ou tous ces gens-là, ils ont investi à peu près 100 000 €. Donc 100 000 € pour démarrer une ferme, en fait, c'est vraiment pas grand-chose. Parce que quand vous comparez aux céréaliers qui empruntent des millions d'euros au Crédit Agricole pour acheter 150 hectares, des vaches laitières, des moissonneuses-batteuses avec la climatisation et tout ça, voilà. Après, l'idée, c'est de prouver le modèle économique, ce qu'on a fait avec Jean-Martin, avec toutes ces fermes-là. Et donc maintenant, il faut aller voir les banquiers et leur dire, bon, bah, ça fonctionne, en fait, donnez-nous de l'argent, qu'on fasse des fermes, ça marche, quoi. Donc... Et comme dit Jean-Martin, oui, il y a des problèmes climatiques, mais il y a toujours eu des problèmes climatiques. Et c'est sa méthode de culture, elle est super résiliente en fait. On a des bassins d'eau pour récupérer l'eau en hiver. Enfin, on a plein de choses qui permettent, par exemple, vu que c'est beaucoup plus petit, bah, on peut mettre des voiles de forçage. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre un voile de forçage sur une planche de 20 mètres que sur une planche de 150 mètres. Donc franchement, c'est vraiment des solutions d'avenir. Et voilà, faut se bouger le cul, je pense. Oui, mais enfin, la banque, par exemple, moi, il y a encore un banquier l'autre jour qui m'a dit, de toute façon, les seules fermes rentables, ce sont les immenses fermes. J'ai dit, bah non, ouais, mais pas ils du dorment, tout. il faut les réveiller un peu, les banquiers, faut Donc faut voilà, leur mais ce que montrer, je veux quoi. dire, Faut c'est leur offrir le bouquin. c'est pas à vous de vous bouger le cul, madame. C'est toute la société là qu'il faut remuer très fort là. Mais de toute façon, ils nous disent toujours que c'est impossible. Et quand on nous dit ça, ça doit nous donner de la force. Non, on m'avait dit ça quand j'avais fait mon projet juste avant que vous parliez, que c'était impossible de rentabiliser 1 hectare en légumes. C'est impossible. Bonjour à tous, moi c'est Amadis, merci beaucoup, vraiment très intéressant. Je travaille avec Anna pour un projet à côté de Chartres, à une demi-heure de Chartres, un projet où on aimerait monter un hôtel-restaurant, une exploitation en maraîchage et aussi un peu de formation. Et moi, vos méthodes m'inspirent beaucoup. J'avais une question très précise sur l'irrigation, parce que j'ai pas mal écouté vos podcasts et vous préconisez pas mal la micro-aspersion. Et j'ai dit pas mal de choses sur le goutte à goutte qui est plus écologique apparemment. Donc voilà, je voulais savoir à peu près ce que vous en pensiez sur la distinction entre micro-aspersion et goutte à goutte. Et aussi une question très pratique sur votre masterclass. Je me suis inscrit et je suis en liste d'attente. Donc je sais pas je ne sais pas quand seront les prochaines inscriptions ou comment ça se passe, mais voilà. Merci en tout cas. C'est très cute.
Je pense que c'est au mois, mais si tu veux, tu viendras voir Frédéric là, qui est avec moi, qui pourra t'aider au niveau de la logistique. Le goutte à goutte, hein, si les gens ne savent pas, c'est des tubes de plastique où est-ce qu'il y a un micro-fendillement à chaque quelques centimètres qui fait que l'eau percole dans le sol une goutte à la fois. Donc, c'est la manière la plus optimale d'amener l'eau à la plante. Ça conserve beaucoup, beaucoup l'eau. Donc, c'est très, très efficace au niveau de la conservation de l'eau. Et en même temps, ça prend beaucoup de temps à installer. Quand on veut faire des sarclages, il faut les enlever. Donc, c'est plus de temps à ce niveau-là. Donc, la micro-aspersion, c'est le classique petit gicleur qui va arroser plusieurs planches autour. Pour répondre à ta question, c'est une combinaison des deux au bon moment. Donc, sur certaines cultures, tu vas être en goutte à goutte. Sur certaines autres, ça ne vaut pas nécessairement le coup, puis ça va être plus vite et rapide d'installer des micro-gicleurs. Puis, quand tu vas installer tes micro-gicleurs, tu vas avoir fait une planification culturale où est-ce que tu as prédéterminé chacun de tes légumes, de toutes tes séquences de toute l'année. Exactement, ils vont être où dans ton jardin. Tu vas faire en sorte que les mêmes légumes qui peuvent être arrosés par les micro-gicleurs sont un à côté de l'autre pour maximiser ton gicleur puis pas perdre de temps. Donc, c'est une question compliquée, mais c'est ça l'idée, c'est que pour certains légumes, c'est ça, pour d'autres légumes, c'est... Mais dans tous les cas, l'efficacité est importante, autant que la conservation de l'eau. Donc là, c'est pas blanc ou noir. Voilà. Je suis d'accord. Ouais. Yes. Bonjour. Bonjour. Enchantée. Delphine, je suis chef de culture en maraîchage. J'ai une question qui est un peu technique aussi, donc je rebondis sur la question de mon prédécesseur. Ça concerne plus l'utilisation des énergies fossiles dans le cadre du maraîchage. Donc c'est assez pragmatique comme question. Nous, on n'est pas sur une micro-ferme. On dépend des énergies fossiles énormément, notamment pour l'apport de matière organique et de fumier, enfin tout ce qui va être fertilisant. Et pour le transport de pas mal de matériel, notamment les bâches, pour les occultations, pour la gestion de l'enherbement. Je voulais savoir si vous, sur votre micro-ferme, vous dépendiez aussi de l'énergie fossile pour ces thématiques. Si oui, est-ce que vous avez une réflexion pour la réduction de l'utilisation ? Voilà, parce qu'aujourd'hui, moi, je ne vois pas de solution. On utilise des télescopiques, des tracteurs, enfin voilà. Et on aimerait pouvoir réduire. On est sur 10 hectares, bientôt 12, donc c'est compliqué d'amener des tonnes et des tonnes de compost, de fumier, en imaginant qu'on n'utilise pas le gasoil, quoi. Mais, très bonne question. Puis, si tu veux, Lucie, je vais répondre à... Tu sais, Serge me demandait si je regrettais des choses. C'est que dans le passé, j'étais tellement excité de faire la promotion d'une agriculture sans tracteur. Donc, la nôtre on a un motoculteur, puis tout est dimensionné pour le motoculteur, puis bon an, mal an, on utilise environ 400-500 $ de gazole par année, sans compter le chauffage des serres, sans compter les livraisons sur Montréal avec le camion. Mais dans notre esprit, on utilisait très peu de carburant fossile. Beaucoup du travail, tous les sarclages se font à la main. La ferme est tellement petite qu'il n'y a pas vraiment de déplacement. On utilise une brouette, un chariot. Donc, mais où que dans le passé, j'étais très excité de proposer ça et souvent, j'aurais répondu, ben, tu devrais juste faire comme on fait. Tu sais, mais peut-être que tu pourrais t'intéresser justement à des designs de micro-fermes où le tracteur est très limité. Mais une chose que je sais pour sûr, parce que je l'ai fait, c'est que ce n'est pas parce que le tracteur est dans l'équation que la ferme elle est plus productive ou efficace. Donc, après ça, ça dépend de comment le design de ta ferme est fait, tes espacements de culture, la distanciation avec tes blocs et tes trucs. Il y a peut-être des trucs que tu pourrais revoir, mais là, c'est tout dans ta cour. T'sais. Concrètement, quelle quantité d'import de matière vous faites? Ouais. Beaucoup de compost. Beaucoup de compost. Et comment vous l'apportez? Oui, avec un camion qui vient le porter. Voilà. Et après, à la boîte sur
Ouais, à la brouette. Mais tu sais, il faut penser que la ferme, elle est petite, là. Tu sais, ça, c'est un bloc de culture. On a 10 blocs de culture comme la salle ici. Puis le tas de compost est au milieu. Donc, puis le compost, on le met, tu sais, finalement, ça prend peut-être 2 jours dans l'année. Donc, pour moi, de mécaniser la ferme pour faire cette opération-là, ça faisait pas beaucoup de sens. Puis d'avoir le tracteur, c'est chouette. Moi, j'en ai un tracteur aujourd'hui parce que je vais dans la forêt puis j'ai un autre projet. Mais le tracteur, pour le sarclage, tu fais en sorte que tu vas commencer à t'éloigner avec tes espacements de culture pour accommoder le tracteur. Là, comme le disait Tom, quand on met une couverture flottante, on couvre beaucoup moins avec la même couverture flottante. C'est plus de sacs de roche. Tu sais, alouette. Puis souvent, on est sur 2, 3, 4, 5 hectares de légumes quand on pourrait faire la même production sur 1 hectare. Puis c'est juste là la balance qu'il faut bien évaluer. Puis voilà. Je ne sais pas si c'est logique. Bonjour, moi c'est Antoine. Je vous remercie déjà pour votre intervention. J'avais une question, moi c'était plus par rapport à l'agriculture conventionnelle, parce que je viens d'une famille où, de génération, en fait, c'est plus agriculture conventionnelle et le fait que moi j'ai fait des études différentes et que du coup je commence à m'interroger sur la permaculture, la micro-agriculture, le débat il est souvent difficile avec les autres générations parce que c'est quand même des personnes qui se donnent corps et âme dans leur métier et qui sortent pas forcément la tête du guidon pour regarder ce qu'il y a d'autre et comme autre possibilité. Donc je voulais savoir, tout à l'heure, je crois que vous aviez posé une question sur la perception de votre projet au Canada. Et j'ai aussi des cousins au Canada, mais en agriculture conventionnelle, pareil. Et c'est pareil, c'est très dur d'aborder la discussion avec eux parce que soit on les stigmatise, soit, en leur disant vous faites de la merde, il y a le changement climatique, bougez-vous les fesses, mais ils ont tout le temps la tête dans le guidon, donc ils sont très dépendants financièrement. Et donc je voulais savoir comment est-ce que vous avez des interactions des fois aussi avec des agriculteurs conventionnels, des échanges par rapport à votre projet. Et parce que moi, j'aurais des questions pareil si vous avez 5 minutes à la fin à vous poser. Et parce que j'ai un peu du mal à avoir cette discussion, parce que j'essaie de pas être moralisateur parce que c'est ma famille et puis parce que ils adorent leur métier et c'est quelque chose qui les passionne. Ils sont pas fondamentalement là pour défoncer les sols. Et donc je voulais savoir quelle était votre perception et comment vous aborderez des discussions avec eux, avec l'agriculture conventionnelle. Est-ce que ça vous embête que je donne juste une petite réponse et après je... Parce que moi, ça m'arrive quand même pas mal de discuter avec des agris conventionnels. Et maintenant, pour pouvoir avoir une vraie conversation apaisée, je commence directement par leur dire merci. Merci de dévouer tout ton temps et d'avoir donné autant pour le bien commun. Et je commence par dire que je sais qu'ils sont les premières victimes de ce système agricole qui a été mis en place. Ils ont fait ce qu'on leur a demandé de faire et ils l'ont fait pour nourrir le monde. Donc vraiment avec un élan du cœur sincère et humain et humaniste. Donc je comprends que ce soit extrêmement douloureux pour eux d'entendre ils ont été utilisés pour faire le contraire quelque part. En tout cas pour dézinguer la nature alors que eux ils l'aiment. Donc déjà reconnaître les souffrances qu'ils endurent, les sacrifices qu'ils font et toute la démarche qu'ils ont eue depuis des décennies, ça aide à pacifier quand même la conversation. Et après, moi j'ai remarqué que plus je vais m'y connaître sur le sujet et plus ils vont se détendre en se disant d'accord, on vient pas me donner des leçons, il y a plus de hiérarchie justement et là on se met à parler d'égal à égal quelque part. Je suis pas du tout égale à des gens qui font de l'agriculture depuis très longtemps, mais comme je la fais très différemment, finalement il y a beaucoup moins de jugement dans la façon de faire. Et puis encore une fois, reconnaître à chaque fois les difficultés et dire oui, quand on a 6 jours de vacances dans l'année, on ne peut pas prendre le temps de se renseigner pour faire autrement. Et quand on est endetté à millions, comment on fait pour changer de système même si on le veut? Donc c'est pour ça que vraiment je passe beaucoup de temps à rassurer sur le fait que je ne suis pas en train de dénigrer la personne ou de la juger, mais vraiment de lui dire
tu pourrais avoir mieux, tu pourrais être plus confortable, tu pourrais avoir l'impression d'avoir plus de sens dans ton travail et de contribuer vraiment à ce à quoi tu aspires. Et là, ça apaise la conversation. Mais c'est très, très difficile. Je suis d'accord. Oui. Tu sais, le changement, c'est souvent juste de remplacer les systèmes. Donc, si toi, dans ta famille, c'est peut-être que ça serait l'occasion de faire un jardin maraîcher d'un 3000, 4000 mètres carrés, puis leur montrer les légumes que tu sors. Puis, je suis sûr, tu sais, si tu parles de rendement, puis si tu montres l'efficacité, puis si c'est dans le langage d'un producteur, ils vont t'écouter. Si tu fais la preuve à l'appui, c'est quand on leur raconte tout plein d'histoires, puis ils sont comme, ouais, mais moi, demain, je me lève, puis je fais ma journée. Mais oui, le respect, c'est super important. Ces gens-là, comme le dit Lucie, c'est vraiment malheureux, puis c'est vraiment douloureux parce que ils travaillent tellement fort, ils croient en ce qu'ils font. Puis aujourd'hui, c'est plus acceptable de polluer le cours d'eau, c'est plus acceptable de créer l'érosion des sols, tu sais, mais c'est ça qu'ils font depuis 40 ans. C'est dur de leur demander de faire autrement. Il faut avoir de l'empathie. Et avec un nombre de suicides incroyable du monde pays en France chaque jour. Eh ben, il faut pas que tu sois toute seule. Il faut être très nombreux et il faut rediviser. Enfin, moi, j'ai pas à te dire faux, mais clairement, si tu essayes de faire du bio intensif sur 350 hectares, eh ben là, moi, j'ai rien à te conseiller. Oui, Julien. J'ai eu la chance de voir la série Les Fermiers, là, où tu présentes, tu montres dans la ferme des 4 temps tes pratiques, et j'ai trouvé ça formidable. Et donc, je voulais savoir si ça n'avait pas contribué grandement à faire connaître qui tu étais, ce que tu faisais au Québec, et si on ne pouvait pas envisager d'avoir la même série en France, et si on ne t'avait pas approché pour avoir les droits. Je trouve ça formidable de faire ça en France, parce que ça serait vraiment un bon moyen de montrer concrètement ce qu'on fait. C'est vrai que... oui, mais je ne sais pas s'il y a une réponse à la question. Oui, bonsoir. Donc moi j'étais la semaine dernière dans une autre salle ici à l'Académie du Climat pour le lancement de Pariculteur, la saison 5. Donc c'est de l'agriculture urbaine. Moi-même j'ai un projet en agriculture urbaine que je veux d'ailleurs productif et bio-intensif. Et je voulais savoir, Jean-Martin et Lucie aussi, mais Jean-Martin par rapport au Québec notamment, quelle est votre vision de l'agriculture urbaine, du fait que ça se développe aujourd'hui, des Lufa Farm à Montréal. Moi je vais y aller à Montréal le mois prochain d'ailleurs pour visiter. Donc voilà, quelle est votre vision de l'agriculture en ville? Moi je trouve ça très cool, très très cool. Je pense que c'est comme on parlait de connexion avec la nature, là, c'est un tremplin essentiel et important pour des gens qui ne sont pas en campagne puis qui n'ont pas l'opportunité d'y aller. Donc, de voir le vivant puis de pouvoir créer dans leur cour, sur leur balcon, dans leur cour. Fait que pour moi, l'agriculture urbaine, c'est clairement une solution, si ce n'est que pour reconnecter. Là où, moi, j'ai une sérieux bémol, et je ne vais pas changer d'idée sur ça, c'est les fermes verticales en hydroponique qui sont dans des bâtiments fermés qu'on nous vend comme la solution pour nourrir les villes. Ça, j'y crois pas. Je trouve que c'est une gamique technologique qui n'est pas nécessaire, de l'agriculture sans sol. Moi, j'y crois pas. Je trouve qu'on ne comprend pas assez bien les sols, mais dès qu'on commence à comprendre l'infime minimum, on sait qu'il y a des trilliards et des trilliards de micro-organismes qui sont là, qui jouent un rôle. Le cosmos agit pour le sol. Nous, on mange ça, ça fait partie de notre santé. Donc, l'agriculture urbaine, oui. L'agriculture urbaine dans des pots, oui. Il faut qu'il y ait du sol. Puis, si c'est un projet d'aquaponie, c'est parfait aussi. Il n'y a pas de souci avec ça. C'est juste que je vois aux États-Unis qu'est-ce qui se passe.
Des chaînes comme Walmart aujourd'hui vendent du bio, qui est certifié biologique, qui est poussé en hydroponie dans des immenses trucs industriels de serre hydroponique verticale. Puis moi, ça, je trouve que c'est l'anti-tout. Voilà. Je ne vais pas être trop dramatique, mais... Bon, ça, je suis bien d'accord. J'espère que tu n'as pas une ferme verticale en hydroponique. je serais bien malheureux si c'était ça que... Ouais, non, moi je pense que c'est très très important au contraire de développer l'agriculture aussi en ville. Et pour répondre un peu à la question de comment ça se fait qu'il n'y a pas plus de micro-fermes et qu'on n'utilise pas plus ce système, c'est aussi parce que je pense que on est dans une société qui nous infantilise énormément. On nous dit, travaille, paye tes impôts et puis nous on s'occupera du reste. Et sauf qu'en fait l'alimentation c'est un besoin primaire. Et donc, on devrait tous être beaucoup plus connectés à notre façon de manger, à notre façon de cultiver. On n'a pas besoin d'être tous maraîchers, mais au moins avoir quelques notions et voir les choses. Et donc, mettre de l'agriculture au milieu de la ville, c'est vraiment permettre aux gens de voir comment ça marche, comment ça pousse, et du coup, de se responsabiliser un petit peu. On est tous responsables du bien collectif, et quand on le voit, c'est beaucoup plus facile de le soigner et de le préserver. Et de le développer. Donc je pense que ça pourrait être une des clés qui permettrait qu'il y ait des micro-fermes qui naissent un peu partout, c'est de donner cet exemple de cultiver sur des petites surfaces et un peu partout où on peut. Ouais, puis il n'y a rien de mieux qu'un exemple. Donc c'est ça le micro-ferme, c'est un super travail que Aurélie, qui est la co-auteure, a fait. C'est d'aller rencontrer ces fermiers et ces fermières-là qui ont des micro-fermes, puis de leur faire raconter leur histoire, de partager avec vous ces histoires-là pour que ça en inspire. Moi, je suis là à faire mes trucs. Ça fait plein d'années que je le fais, j'ai de l'expérience, mais c'est rafraîchissant de voir qu'il y a plein de jeunes aujourd'hui, il y a plein de gens de différentes orientations, de différentes cultures qui le font ici. Puis de différentes manières aussi, dans des contextes qui sont différents. Donc, moi, je trouve que c'est très, très emballant, mais l'exemple est super important. Jamais oublier que si on veut changer, faire avancer les trucs, il faut montrer l'exemple. Donc, voilà. Bonjour. Michael, moi je suis novice avec ici. À propos de ces pratiques culturelles, j'avais une question un petit peu plus générale, c'est comment est-ce que vous envisagez, donc le maraîcher et les légumes c'est une partie essentielle de l'alimentation, mais comment est-ce que vous voyez le paysage donc dans votre rêve, le paysage agricole ou périurbain, à quoi est-ce qu'il ressemble avec aussi toutes les composantes de la production alimentaire, mais dans le tissu de la société? Beaucoup moins d'espace industrialisé, des champs beaucoup plus petits, désolé pour les 350 hectares, mais voilà, des beaucoup plus petites surfaces agricoles, même en céréales, même si pour les céréales par exemple il faut quand même beaucoup plus de place, et une immense diversité. Et si tu reproduis ça à échelle locale partout, normalement ça roule. Si on sortait la carte du territoire français de 1920, puis qu'on avait une carte d'imagerie satellite avec la verdure, puis les champs, puis les routes, ça pourrait être parce qu'il faut convaincre. Si on veut du changement, il faut convaincre. C'est pour ça que le marketing fonctionne si bien. Donc, c'est l'art de convaincre les gens d'une chose. Donc, si on sortait une carte, puis on disait, est-ce que ça ne serait pas le progrès? Moi, je parle toujours du retour en avant. Il faut souvent, on fait l'erreur de penser que le progrès, c'est la technologie, c'est ce qu'on va développer, c'est ce qui s'en vient. Mais des fois, le progrès, c'est aussi de revisiter le passé, puis de comprendre que des choses qui étaient faites avant ont beaucoup plus de sens aujourd'hui qu'on le pense. Puis moi, je serais vraiment intéressé de vivre dans cette France-là. Peut-être pas au niveau social, peut-être qu'il y a plusieurs trucs que je ne voudrais pas, mais au niveau du territoire, je pense que ça serait quand même vraiment intéressant d'avoir cette carte-là.
Et c'est vrai que je te disais là, il y a 2 jours aussi que nous, quand on a acheté, il y avait donc 10 hectares de prairies comme ça, une belle prairie de 10 hectares. Et quand on a retrouvé des photos d'archives et des années 50, vue aérienne, il y a du bocage partout dans les 10 hectares. Et c'est trop joli. Et voilà, donc en effet, c'est juste revenir. Enfin, on était là, zut, quand même, à 50 ans près. Il va falloir tout faire repousser. Est-ce que ça conclut la soirée ou on a d'autres? J'ai encore une question, excusez-moi. Je vais essayer d'être assez claire. En fait, c'est plus une question par rapport à votre analyse du marché entre la situation marché québécois, concrètement les prix que vous pouvez pratiquer au Québec par rapport à ce que nous, on peut pratiquer en France. En fait, en gros, ça fait environ 7 ans que je vous suis, j'ai fait les masterclass, enfin, je suis complètement convaincue d'un point de vue agricole, agronomique, par votre système. J'ai du mal à être convaincue d'un point de vue économique. Moi, aujourd'hui, j'ai fait le choix d'être salariée parce que je ne pensais pas pouvoir m'en sortir et avoir un salaire décent en tant qu'agricultrice à mon compte. Ce que je vois aujourd'hui dans tous les gens que je connais qui se sont installés ou qui veulent s'installer, c'est qu'ils ont du mal à tirer un revenu décent. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les prix sont tirés vers le bas. C'est difficile de mettre le prix que vous pouvez mettre au Québec. Alors peut-être je me trompe, mais j'aimerais avoir votre point de vue là-dessus. J'ai l'impression qu'au Québec, les légumes, les produits frais sont mieux valorisés qu'en France. Et de ce fait, vous arrivez à peut-être aussi mieux en vivre. Nous, on est sur une ferme, concrètement, on fait des chantiers d'insertion. On est une entreprise en insertion, donc les gens sont payés moins cher. Et ça, le consommateur ne le sait pas. Il ne sait pas que 3/4 du salaire de l'employé qui fait un travail, qui travaille très bien, est subventionné. Donc est payé indirectement par le consommateur, mais voilà, il ne voit pas ce prix-là. Et donc, voilà, c'est quoi votre regard là-dessus ? Je suis très contente que la ferme du Perche ait pu donner ce résultat très positif parce que c'est pas ce qu'on entend. Voilà, on entend des agriculteurs qui sont en difficulté, des maraîchers qui n'arrivent pas à se payer 600 € par mois. Voilà, et on aimerait tous pouvoir avoir un succès comme le vôtre sur toutes les petites fermes. Voilà, donc merci. C'est évidemment une question du cœur que tu poses, donc je suis très très sensible. C'est certain que les prix, ça fait toute la différence. Si pour le même travail, j'ai 20, 10, 15, 30% plus de prix, ben j'ai plus de bénéfices, ça, c'est certain. C'est une équation qui est difficile, c'est une discussion qui serait plus appropriée probablement avec des maraîchers qui sont ici, des maraîchers comme Baptiste, des maraîchers comme les gens qui sont dans le livre Microferme, les fermiers. Cela dit, est-ce que la façon d'organiser ta semaine de travail, c'est intemporel quand même? Donc, ce que tu me dis, toi, dans ta question, c'est qu'il faut faire des volumes pour arriver. C'est ça que tu me dis. Parce que si tu me dis, toi, tu fais sur 1 hectare parce que tu as des bons prix, ça veut dire que c'est on fait des volumes parce qu'on n'a pas des bons prix. Donc là, c'est la ferme mécanisée, là, c'est les équipes de travail, là, c'est les salariés. Et est-ce que ces fermiers-là gagnent bien leur vie aussi? Aujourd'hui, oui. Bien. Les salariés, ouais. Ouais. on est au minimum SMIC, ouais. ou plus que le SMIC dans notre cas, ouais. les personnes au SMIC de base. Ouais. Moi, en tant que chef d'agriculture, si on compare avec un maraîcher exploitant, je gagne mieux ma vie que tous ceux qui... Ouais. Voilà. Mais il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est vraiment des expériences. Si ça fonctionne, c'est super. Je serais curieux de voir, toi, avec ton expérience et ton talent, si tu avais 2 personnes avec toi sur 1 hectare, puis que tu faisais 2 marchés par semaine, ça serait quoi ton revenu à la fin de l'année? C'est ça, on parle d'une expérience.
Oui, le prix, comme je te dis, le prix, c'est indiscutable. Si c'est plus cher, c'est plus cher pour le même travail. C'est sûr que tu es avantagé. Quand je vais, moi, je le vis. Mes amis qui sont aux États-Unis, là, moi, je serais riche. J'ai comme 6 $ la pomme de laitue. Really? Tu sais, nous, c'est 2,50 $. Fait que je sais exactement de ce dont tu parles. Mais, tu sais, la saison ici est beaucoup plus longue. Nous, elle est très courte. Donc, ça compte. Tu sais, si vous êtes capable d'être au marché 8 semaines de plus que nous, parce que nous, à partir du mois de novembre, il fait -5, puis à partir du mois de décembre, il fait -20. C'est un avantage. Donc, peut-être que le prix est moins bon, peut-être que la saison est plus longue. Je n'ai pas de réponse à cette question. Mais tu as raison, c'est un facteur super important. Le prix, ça a un impact. Et voici la dernière question. Ce serait important quand même que le client sache, et il est très important, je trouve, aujourd'hui, et plus que jamais, de partager les informations. Vraiment, vraiment, vraiment. Il faut que maintenant on se mette tous à la page sur des basiques. Et le fait que, en vrai, la salade conventionnelle coûte 27 fois plus cher à la société qu'une salade bio, ça, il faut qu'on le sache. Parce que c'est pas du tout ce qui se dit dans notre porte-monnaie. Et ça, c'est pas possible, en fait. Et donc, il y a plein d'informations comme ça qu'il faut partager. Mais tu peux pas le faire toute seule, ça, c'est clair. Et... Oui, je sais, mais ce que je veux dire, c'est que, tu vois, ça, par exemple, le bio est beaucoup moins subventionné que le conventionnel. Et donc, le conventionnel fait genre, il a des prix bien inférieurs, mais c'est totalement faux. Et je ne te parle pas du prix de la dépollution qui arrive derrière. Donc ça, il y a des informations, en effet, il faut que les consommateurs sachent. De la même façon que ce que je disais, il ne faut plus qu'on soit infantilisé, il faut qu'on sorte de ça, il faut qu'on récupère notre souveraineté, il faut pour ça, il faut être informé. Donc il faut vraiment participer à des campagnes d'information. Et franchement, tu m'as donné une idée. Je me suis dit, mais pourquoi, derrière le stand au marché, on ne ferait pas un joli exposé de comment ça se passe et qu'est-ce que ça vaut et qui travaille et qui nous fait manger, tu vois. C'est une super idée. Enfin, alors bon, c'est une goutte dans l'océan, mais clairement, tu m'as inspiré et oui, il y a des choses à faire. Et je voudrais juste, rajouter un truc, c'est que quand Jean-Martin est venu dans notre ferme, il nous a clairement fait comprendre qu'on pourrait dégager beaucoup plus d'argent si on travaillait sur nos débouchés. C'est que là, pour le moment, on commençait, tu vois, donc en 2 ans, on voyait déjà si on arrivait à sortir des beaux légumes avant de trouver les clients. Et sauf que maintenant, on va se retrouver avec beaucoup de beaux légumes et pas de clients. Donc il y a tout il faut aussi trouver sur quelle économie tu veux te mettre. Est-ce que tu veux vendre en panier? Est-ce que tu veux vendre à des Biocop? Est-ce que tu veux vendre à des restaurateurs? Parce que c'est pas les mêmes calibres, c'est pas les mêmes choses. Et ça prend beaucoup de temps. Et donc, je sais pas si ça a un rapport, mais voilà, il y a tellement de facteurs dans chaque ferme que c'est peut-être difficile pour Jean-Martin de donner un éclairage très précis, mais... Ok, merci, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Là, je me permets peut-être d'aller sur la question qui m'a précédé, parce que ce qu'il faut savoir, c'est vraiment le côté, quel système économique on trouve vraiment pour être rentable. Au-delà de ça, j'aimerais demander aussi à Jean-Martin, est-ce que le système des micro-fermes est peut-être possible aussi dans certains pays qui ne sont pas occidentaux, je pense à l'Afrique d'où je viens, parce que c'est un véritable sujet aussi chez nous, puisque moi, tout ce que moi j'ai eu souvent à voir, c'est le côté économique en réalité. On n'arrive pas à vraiment trouver le véritable modèle économique pour faire vraiment vivre l'agriculteur. Ça, c'est une autre très, très bonne question. Tu sais, est-ce que moi, les méthodes et les techniques que je pratique, c'est sûr qu'ils fonctionnent dans un autre continent, dans un autre contexte, dans un autre climat. Mais est-ce que les gens, là, veulent payer pour des légumes bio, locaux? Est-ce qu'il y a de la mise en marché de proximité qui est organisée? C'est quoi le prix des légumes? Ça, c'est des questions qui sont... Tu sais, la seule affaire, moi, que je peux faire quand je me fais poser ces questions-là, c'est de retourner à le pourquoi ce qu'on fait fonctionne. C'est que nous, on vend directement aux consommateurs. Donc, il n'y a pas d'intermédiaire. Et on ne fait pas des volumes. On s'assure que les 200 clients qu'on a, on a tous les légumes qu'ils vont acheter à chaque semaine pendant 30 semaines. Donc, l'art du métier, c'est de dire, j'ai besoin de 200 bottes de radis par semaine,
200 bottes de carottes, 200 laitues, je dis n'importe quoi, mais c'est ça le métier. Donc, je vais vendre mes bottes de carottes à 3 $, mes bottes de radis à 1,50 $, 2 $. Je n'ai pas d'intermédiaire. Donc, j'ai un beaucoup meilleur retour. Et le travail du jardinier maraîcher, c'est de planifier sa production pour toujours avoir ce qu'il a de besoin. Idéalement prévendu, mais là, on rêve en couleur. Et on n'est pas dans des surfaces, on ne fait pas des volumes. Donc, on ne veut pas rentrer dans les épiceries et les supermarchés. Donc, est-ce que cette mécanique-là fonctionne dans un pays, dans un autre pays? Je n'ai pas la réponse à cette question-là. Il faut que des gens sur place le prouvent, le témoignent, dire oui, ça fonctionne, on est capable, les gens veulent manger local, ils sont prêts à payer le même prix qu'en épicerie, mais ça s'en va dans la poche du producteur. Donc, je ne sais pas si ça fait du sens. Je ne sais pas si, Baptiste, tu voudrais me confirmer que ce que je raconte, c'est logique ou pas, parce que tu as une expérience terrain ici en France que moi, j'ai moins. Puis, ça me ferait plaisir. Baptiste connaît bien le modèle, a travaillé avec moi à la ferme des Quatre-Temps, a fait le projet à Chambord, a beaucoup d'expérience aujourd'hui en maraîchage. Et il y a la tchatch aussi. Non, je suis intimidé, je ne pensais pas parler. Je pense qu'il y a... Moi, ça fait 7 ans que je fais ce métier-là. Après, j'ai eu la chance d'avoir un passé d'entrepreneur restaurateur parisien. Donc, je l'ai pris d'une approche très entrepreneuriale. Voilà, avant tout, on est des chefs d'entreprise. Et donc, les conditions, c'est de bien produire, beaucoup de légumes, mais c'est aussi bien gérer son entreprise, sa trésorerie, dimensionner ses investissements, commercialiser, distribuer, manager son équipe. Donc, voilà, il faut d'abord prendre le temps de se former. La masterclass, pour moi, c'est évidemment un prérequis, mais derrière, il faut savoir l'appliquer sur le terrain, donc avec une personne qui est expérimentée, qui est mentor, pendant 1, 2 ou 3 ans. S'installer avec un bon design, qui soit un outil de production performant en termes d'ergonomie, mais aussi écologique. Voilà, comment on récupère son eau, comment on fait moins de pas, comment bien positionner les outils. Et puis après, il faut se faire accompagner. Donc c'est un vrai parcours métier, c'est un chemin. Et aujourd'hui en France, on n'a pas de filière assez organisée pour nous accompagner. Et sur le point de la vente directe, je rejoins à 100% Jean-Martin, mais on a pu se tester à la vente indirecte aussi. Et en fait, ce sont des curseurs. Vous allez moins au marché, donc moins de masse salariale. Vous pouvez vendre aussi des caisses de 12 carottes ou 12 salades, donc la logistique est plus simple. Et en vente directe, ça fonctionne pas à 100%, mais du coup c'est un mix qui peut être intéressant. Tout le monde peut être plus facilement bon producteur que bon vendeur, et ceux qui soit n'ont pas la localisation qu'il faut, donc qui sont pas proches d'une ville, qui sont dans le Cantal, il faut qu'ils pensent aussi à ces possibilités-là. Donc il y a d'autres débouchés, d'autres façons de faire. Voilà, je ne sais pas ce que je pourrais apporter, mais je pense que c'est beaucoup de la formation et de la prise d'expérience avec les mentors avant de s'installer et d'enlever le rêve, parce que c'est extrêmement difficile. Il faut maîtriser beaucoup de sujets pour y arriver. Et bon courage à toutes et à tous, c'est un beau métier. Eh bien, belle conclusion. Merci Lucie et merci Jean-Martin pour cette soirée de pollinisation, des idées autour de ces micro-fermes qui peuvent être des projets de cœur, des projets passionnants, des projets économiques. Forcément, ce n'est pas simple, mais qu'est-ce qui est simple ça n'existe pas, la simplicité. Ce que je voulais vous dire, c'est que, écoutez Jean-Martin et Lucie et Baptiste, ils parlent de c'est pas simple, il faut planifier, etc. Mais ce qui est formidable, c'est leur intense amour de ce qu'ils font. Voilà. Bonne soirée à vous, à très vite. Bonne soirée.